Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de test et du coup d'introduction au Zeiss CP2. Test du 28 mm et introduction des CP2, de leurs caractéristiques, de quand ils sont arrivés, de ce qui s'est passé avec eux, et pourquoi peut-être pour toi ils seront des optiques intéressantes à acheter. Donc je pars de mon cheminement, de quelqu'un qui voulait avoir un set d'optiques cinéma, mais pas forcément avoir envie de forcément me vendre avec, mais avoir quand même la possibilité d'utiliser ça de manière intéressante et possiblement avoir des optiques manuelles très bonnes pour pouvoir filmer avec de manière professionnelle. Mais sans du coup payer trop cher, et donc voilà, ces optiques là sont arrivées en premier, et je vais du coup t'expliquer un petit peu l'histoire des Zeiss CP2 avant de t'expliquer comment marche cette optique. Pour qu'il y ait des CP2, il y a bien eu des CP1 avant, et c'est là que commence l'histoire des Zeiss CP ou Compact Prime de chez Carl Zeiss. C'est la première optique qui n'est pas faite avec Arri, donc les premières optiques qui ne sont pas Super 35 aussi, et qui seront tirées des optiques qu'on appelle Z2 ou ZF, vous allez me dire, il y a aussi les 1000 VUS, donc celles-là on les appellera les classiques, donc les premières du genre pour réflexes qui ont été fabriqués. Zeiss n'étant pas en lui-même un fabricant d'optiques, mais plutôt demandant à certaines usines de fabriquer ces optiques, bien évidemment avec leur aval, avec leur contrôle et tout ça, on se retrouve comme avec la classique sur une fabrication de la formule optique par Cosina, et après ce sera rapatrié chez Zeiss. Pour tout ce qui est carrossage, on sera sur, au début, on ne sait pas vraiment forcément où ça a été fait, mais la deuxième partie sera vraiment fait chez Zeiss, et donc le tout sera assemblé chez Zeiss, donc avec un contrôle de qualité Zeiss, donc des optiques qui sont vraiment très bonnes de ce côté-là. Les châssis qui sont à peu près équivalents aux Ultra Prime parce qu'ils étaient faits en même temps pour Arri, on a la même monture PL et du coup on aura les mêmes cales ou shims dont je reparlerai. Les châssis n'auront aucun mouvement extérieur, c'est-à-dire que le boîtier ne bouge pas, et par exemple sur les planards, même si l'élément avant bouge, ça ne dépassera jamais le front de l'optique, et même sur les distinguons, on ne verra pas cette formule optique bouger, puisque les éléments qui bougent sont à l'arrière de l'optique. Les CP1 sont pratiquement des prototypes des CP2 et seront produites sur un temps très court, parce que le concept qui a rendu les CP2 populaires n'est pas présent ici. Ici, on n'aura que la monture PL, on ne pourra pas échanger les montures comme on veut, et du coup je vais te mettre ici toutes les formules optiques disponibles, donc toutes les focales disponibles qu'on aura, qui vont un petit peu varier des CP2, on va voir ça juste après. Du coup en 2011 on arrive sur ces CP2 avec plusieurs montures qui vont être proposées, au départ juste en PL et EF, et après on aura Nikon F, Micro Four Thirds ou 4 tiers, et du coup aussi la monture de chez Sony, monture E ou je dirais monture FE, puisque ces optiques sont faites pour le plein format. Aspect vraiment intéressant, mais qui est contrebalancé aujourd'hui par le fait que comme on ne trouve plus ces optiques neuves, toutes ces variations de monture sont très dures à trouver. Et déjà en plus quand vous chercherez vous-même vos optiques, trouver un set uniformisé très simplement sera compliqué, puisque vous aurez des versions qui seront Sony, des versions qui seront PL, et c'est pas forcément facile de trouver en occasion
les montures qui iront, puisque les éléments optiques et la monture PL par exemple sont calibrés spécifiquement pour chaque formule optique pour justement optimiser les performances optiques, avoir pas trop de flair ou des choses dans le genre. Donc il faut faire un petit peu attention à ça quand tu vas chercher tes optiques sur eBay ou sur n'importe quoi. Quand on commence à s'intéresser à ces optiques, on est confronté à l'aspect le plus problématique, à savoir les ouvertures maximales assez variables qui seront à peine corrigées par les CP3, parce qu'il y aura d'autres optiques à côté qui feront qu'on ne pourra pas avoir le plein potentiel de ceci. Donc voilà, il faut rester, un petit peu à regarder tout, parce que de manière générale, on sera sur des focales à 2.1, donc des standard speed, mais il y en a certaines qui seront par exemple à T3.6 pour le 18 mm, à T2.9 pour le 21 mm, voilà, on est sur plein de choses assez étranges, et encore plus étrange, c'est l'espèce d'absurdité d'avoir voulu caler du coup le 50 et le 85 sur l'ouverture maximale par exemple de ce 28 mm, à savoir T2.1, ce n'est pas une formule optique différente, ou c'est plutôt une formule optique adaptée pour baisser l'ouverture des super speed qui arriveront plus tard. Pour le 35 mm, c'est juste deux optiques qui sont différentes pour le coup. Et du coup, comme tout à l'heure, je vais te marquer ici toutes les optiques disponibles à travers le temps des CP2, puisqu'il y a eu plusieurs en fait temps, puisque de base, il n'y avait pas toutes les optiques, et on est arrivé plus tard sur toutes les optiques, avec des sets un petit peu spécifiques, comme ces 3 super speed qu'on peut retrouver sur cette gamme d'optiques. Pour ce qui est de les comparer avec les Zeiss CP3, si tu veux quelque chose d'un petit peu rapide pour savoir si tu veux acheter des CP2 ou des CP3, d'ailleurs, le plus gros facteur, c'est l'argent, on va dire ça comme ça. Pour les CP2, ce sera beaucoup plus facile de trouver 2-3 optiques pour le prix d'une optique CP3, pour te dire que les CP3, c'est quand même un petit peu cher, elles sont pas vraiment basées sur les mêmes optiques. Certaines seront exactement les mêmes formules optiques, parce que les CP3 sont basées sur les 1000 VUS, et du coup, comme je te l'ai dit, les CP2 seront basées, elles, sur les Zeiss classiques, toutes héritées des Contax Zeiss, sauf que les 1000 VUS sont une révision en gros des classiques, puisque ça reste des Z2 ou ZF, mais toutes les focales un petit peu faibles, comme le 18 3.6, le 50 1.5, transformé en T2.1, voilà, tout sera un petit peu révisé là-dessus. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, comme je l'ai dit, qu'on n'ait pas certaines focales ou ouvertures des 1000 VUS qui seront présents sur les CP3. On a aussi ce 95 mm qui sera beaucoup plus pratique, hein. C'est quand même beaucoup mieux pour une optique si petite d'avoir un diamètre qui n'est pas de 114 mm, qui est très étrange sur ces optiques. On a à la fois l'aspect gros et petit de l'optique. On aura aussi la possibilité d'avoir le protocole XD sur les optiques XD qui seront en option, et ça transforme un petit peu les shims, mais j'en reparlerai encore une fois juste après, parce qu'il y a un truc assez intéressant à savoir pour les CP2. Aussi, on aura l'ajout sur le carrossage de l'optique d'une vis 1 quart qui permettra de supporter l'optique directement. Donc ça peut vous faire un autre point de blocage qui peut être intéressant. Moi, je trouve aussi plus intéressant de le bloquer à la monture PL si disponible. Mais voilà, ça fait quand même un point où l'optique sera possiblement supportée, ce qui n'était pas le cas sur les Zeiss CP2. Mais avant de parler de ces Zeiss CP2, je voulais un petit peu remettre les choses en place, parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui elles sont plutôt mal vues, alors qu'elles ont inventé ce concept de prendre des optiques photo de bonne qualité et de les mettre dans des carrossages ciné pour apporter un petit peu à tout le monde des optiques cinéma. Après, voilà, c'était peut-être l'aspect, quand c'est sorti, comme il y avait la disponibilité de la monture EF et tout ça, toutes les personnes un petit peu curieuses d'optique ciné se sont mis à acheter ça, et ce qui a un peu pendant un moment saturé le marché, et c'est peut-être dû à ça le fait qu'on les trouve pas forcément super. Mais lorsque on teste à l'aveugle, on s'aperçoit que les Zeiss CP2 et CP3 sont souvent choisis par les gens pour leur qualité optique et leur qualité tout en général. Et voilà, il y a un petit peu pour moi de mauvaise foi dans la façon de juger des CP2 et CP3, comme on jugerait certains vins, ou voilà, historiquement, ou certaines choses, surtout parce que vous allez dire, certaines personnes d'entre vous vont dire, oui, mais il y a le focus
breathing, parce que c'est des optiques photo. Déjà, jusqu'au 35 mm, on n'est que sur du distagon. Donc, en gros, la formule optique fait qu'il y a très peu de focus breathing. Il faut savoir que les optiques qui ont une mise au point par l'arrière sont moins sujettes à ça, parce que l'élément avant, il ne bouge pas par rapport au capteur. Donc en fait les rayons de lumière vont, ça ne pas forcément changer la focale, puisqu'on ne zoome absolument pas dans la formule optique quand on fait la mise au point. Ce sera un petit peu différent sur les planars, donc les plus version 50 mm et 85 mm, voire même sur les autres. Je te mettrai ça ici, puisque c'est pas forcément les focales sur lesquelles je me suis le plus intéressé. Mais voilà, et puis pour les versions qui ont du focus breathing, déjà on est sur des choses qui seront beaucoup moins importantes que par exemple sur certaines optiques Canon EF, et surtout les CP2 ont des meilleures performances qu'à la fois les Master Prime et que les Ultra Prime, donc voilà. Il faut un petit peu relativiser les choses quand on commente ça. Il faut tester avant de prendre pour acquis ce qu'on va vous dire. Voilà, c'est juste ce que je dis. Donc, prenez le temps de tester ces optiques. En plus, elles ne valent pas très cher, elles sont très très faciles à louer. Mais voilà, moi je commence à les acquérir parce qu'un jour il n'y en aura plus. Du coup, on se retrouve avec ce 28 mm T2.1. C'est une des focales vraiment très très bonnes de chez Zeiss, puisque cette formule optique est pratiquement la même que le 28 mm f2 Hollywood. Donc voilà, ceux qui s'y connaissent vont vous dire ah oui, c'est quand même quelque chose de plutôt bien. Donc on se retrouve avec voilà ce qui sera chez Zeiss habituel. On aura le T-Star coating. Alors ça ne veut pratiquement rien dire, ça veut juste dire que c'est fait par Zeiss. Mais le T-Star, ça veut juste dire que elles ont été traitées par Zeiss. Ça n'implique aucune version particulière de traitement, parce qu'on sait que Zeiss étant à la pointe du traitement des optiques, donc des éléments en verre, et par exemple sur un CP3 on n'aura pas la même version de T-Star que sur des CP2, donc ça veut dire quelque chose, en même temps pas dire grand chose. On sera aussi sur une formule distagon, je dis distingon mais c'est un A et pas IN ou je sais pas quoi. Et du coup on aura une mise au point par l'arrière, donc très peu de focus breathing, voire pas du tout sur cette optique. Moi j'en ai pas vraiment vu, donc c'est assez génial de ce côté là. Et encore une fois, ça ne veut pas particulièrement dire quelque chose. C'est une gamme de formules optiques déclinée dans 25 millions de versions, puisque cette partie qu'on peut dire où ils font fabriquer des optiques par d'autres, par exemple Tamron qui a fait les Zeiss Batis, sont partis des formules optiques de chez Zeiss, mais les ont optimisées pour l'autofocus, et sont revenus avec leur petite formule optique vers Zeiss qui l'a validée. Donc on a plein de versions différentes de ces formules optiques qui ont été plus ou moins, assaisonnées par plusieurs fabricants d'optiques différents qui travaillaient en collaboration avec Zeiss. Pour le prix que vous trouvez ces optiques aujourd'hui, donc souvent un petit peu au-dessus de 1000 € ou en dessous de 1000 €, le carrossage est absolument exceptionnel. Vous essayerez de les comparer aujourd'hui avec des Nisi Athena, des Edo V-Speed, mais c'est pas du tout la même façon de penser. Ça ressemble plus à des Sigma ou des choses dans le genre, et vous allez vous dire ouais, mais il y a une formule optique photo. Mais pour le prix où étaient vendues ces optiques à l'époque, le carrossage suit vraiment bien de ce côté-là. Pas que ce soit mauvais sur des V-Speed ou sur des Nisi Athena. Sauf que le truc, c'est qu'elles sont vendues beaucoup moins cher, ces optiques. Donc il y a forcément un petit peu plus de compromis fait dessus. Ici, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, et donc la qualité est vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu de démontage juste après. Donc voilà. Vraiment, faut pas s'inquiéter de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de qualité. Il y a juste ce 114 mm qui me gêne un peu, parce qu'il y a presque rien qui s'ajuste dessus, où il faut faire des filtres adaptés, personnalisés, qui vont coûter méga cher. Donc du coup, carrossage fait qu'on a vraiment un degré d'angle qui est assez énorme sur la bague de mise au point. Donc ça peut être un intérêt comme un problème. Ça peut être un intérêt parce que du coup vous faites la mise au point de manière très très précise. Mais lorsque vous êtes un opérateur seul, c'est un petit peu compliqué d'ajuster la mise au point, parce que justement pour aller plus l'infini, c'est très 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 long.
Mais voilà, on a une certaine qualité de ce côté-là, et le petit problème qui va aussi avec ça, vous pouvez vous dire, ouais, mais je peux changer d'angle avec le 1 follow focus. Oui, sauf que ça vous demandera, par exemple, les hybrides sont beaucoup plus compliqués à utiliser, à part si la monture est de qualité et elle s'emboîte bien dans l'adaptateur. Par exemple, la monture, elle est un petit peu compliquée de ce côté-là. C'est que du coup, avec un 300 degrés d'angle que vous allez transformer dans autre chose, et ben vous allez gagner du couple. Donc en fait, ça va forcer un petit peu plus sur l'optique et surtout forcer un petit peu plus sur la monture. Et donc il faut une monture bloquante comme j'ai sur ma cage de C80. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte derrière. Une autre qualité de ces optiques, c'est que la bague de mise au point et à la fois la bague de diaphragme ont la même résistance, qui est quelque chose de très favorable pour les optiques ciné. Par exemple, par contre, le truc un petit peu dommage avec la bague des ouvertures, c'est que on est constant en termes de, comment dire ça, de façon de tourner la bague jusqu'à F11 ou F8, non, c'est jusqu'à F8, et après ça devient des tout petits incréments, ce que je trouve quelque chose d'un petit peu dommage, même si c'est des moments où on ira très peu jusqu'à ça, parce qu'on risque la diffraction, donc voilà, c'est bien jusqu'à F8. Si tu te poses la question de la comparaison avec les classiques et qu'est-ce qu'il y a de mieux sur cette optique-là, bah, par exemple, si t'aimes pas sur tes hautes lumières spéculaires avoir des formes où tu verras l'iris, ici avec les 14 lamelles, et ben on aura quelque chose de rond et de constant, ce qui est une qualité et qui sera pas forcément une qualité pour tout le monde, mais c'est quelque chose d'intéressant. Aussi, si tu comptes un petit peu nettoyer toi-même ou avoir des petits effets en essayant de changer un petit peu la formule optique, ce qui peut être, enfin changer l'espacement des éléments de la formule optique, tu peux le faire sur une optique cinéma, puisque à part les éléments scellés, tu peux très facilement tout enlever. On a ces vis à deux embouts, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, où il faut juste un outil qui ressemble à un compas pour les enlever. Et du coup, moi par exemple, quand je l'ai reçu, il y avait un petit problème d'éléments optiques sales, donc j'ai eu peur qu'il y ait soit un champignon, soit du haze à l'intérieur. Et donc l'élément mouvant arrière peut s'enlever en dévissant la monture PL. D'ailleurs, on pourra voir du coup qu'on peut accéder au cal via ça, et ce sera le même endroit que ce soit sur les PL, les EF et tout ça, puisque ce sera toujours les Shim PL qui feront office d'eux. Mais là, du coup, j'étais confronté à ça, et il y a juste une partie à dévisser, et vous avez directement accès à l'élément, et vous pouvez nettoyer ça. C'est du coup ça où il faudra aussi faire attention lorsque vous achetez des optiques comme ça, c'est qu'il y aura certainement des personnes qui seront passées avant vous, donc si vous pouvez essayer de les contrôler, ou sinon, eh ben, il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'optique, aller nettoyer les choses. Et de ce côté-là, il y a plusieurs petites techniques à avoir, hein. Il faut éviter bien évidemment de mettre de la poussière à l'intérieur, surtout que l'élément optique que j'ai nettoyé était grossissant, donc on voyait les poussières de manière énorme, pas forcément sur l'image, mais quand on regardait dans l'optique, ça faisait un petit peu mal. Donc voilà, il y a des grosses qualités avec des optiques cinéma qui seront plus facilement accessibles. Par contre, il y a un élément optique à l'intérieur, enfin il y a un élément qui permet en fait le calage parfait, enfin comment dire ça, c'est un élément de centrage, comme sur les optiques cinéma, qui permet de ne pas avoir de shifting de mise au point, où on s'en fiche en photo, hein, par exemple, parce que si l'optique se décale avec la mise au point, comme on fait une photo, ce ne sera pas un problème, alors que lorsqu'on est en vidéo, on ne veut pas avoir ces mouvements parasites. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on veut bloquer la monture PL, pour pas avoir les mouvements du follow focus qui se retrouvent dans la monture de votre objectif. Donc là on est sur une formule optique qui permettra, qui sera optimisée pour avoir vraiment une qualité optique lorsqu'on met la mise au point qui sera beaucoup plus exceptionnel, enfin qui sera beaucoup mieux que sur des optiques photo standard. Et je bouge alors que je peux pas faire la mise au point puisque je suis sur le Zeiss CP2. Pour ce qui est des qualités et des défauts optiques, je peux en parler de manière personnelle, mais ça vous aidera peut-être pas trop. C'est quand même assez... Enfin, il y a plein de choses qui sont assez dures à décrire sur des optiques. Plus on en teste, plus soit on reste vraiment techniquement centré sur le fait de... Oui, cette optique, par exemple, a des aberrations chromatiques, mais à l'inverse, il y a peu de loquets ou pas du tout. Donc en fait, ça fait une optique très stable de manière colorimétrique. Lorsque on fait la mise au point de près, ou qu'on a beaucoup de flou, ce sera vraiment très stable. J'ai jamais vu aucun problème avec d'avoir des hautes lumières spéculaires avec trop de vert, de violet, des choses dans le genre, pas forcément très agréable. Et c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on a
comment dire ça, une perception des aberrations chromatiques qui est assez élevée. C'est pas aussi élevé que ce qu'on pourrait avoir sur Canon, parce que je me suis aperçu que mon 28mm 1.8 en avait quand même pas mal. Ça peut être perturbant, ici on en a un petit peu, mais si on compare avec d'autres, eh ben c'est pas la pierre du lot. Donc voilà, si vous aimez pas du tout les aberrations chromatiques, ce sera quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'optiques qui en montrent. Il y en a sur ces optiques-là, avec l'aspect pas forcément super agréable sur certaines surfaces d'avoir un petit peu la netteté qui est mangée par cette aberration chromatique. Donc ça permet des fois la perception de la netteté un petit peu de manière difficile, mais bon. Vous amuserez rarement à avoir quelque chose de très très blanc avec quelque chose de très très sombre derrière, donc je vous fais confiance un petit peu là-dessus. En termes de netteté, on est sur quelque chose de très moderne et piqué, et en même temps, lorsqu'on compare ça, par exemple encore une fois au 28mm, qui est plus vieux au final, même si on reste sur du Contax Zeiss. Mais là, on reste sur quelque chose de à la fois avec une perception du piqué très très élevée, mais certains diront que c'est le micro-contraste qui fait ça. On est sur une espèce de douceur dans le piqué qui n'est pas forcément agressif, et c'est l'homogénéité en fonction des positions de mise au point, hein, parce que savoir que si tu le sais pas, chaque optique est optimisée où c'est très difficile d'avoir toutes les mises au point qui seront nettes de la même façon. Ici, c'est vraiment très très bien, avec un vraiment gros coup de cœur sur la mise au point à 24-23 cm là-dessus, qui est vraiment assez exceptionnel. Après, les défauts optiques, il faudra les relativiser par rapport au shim que tu vas mettre. Donc si tu constates que la mise au point n'est pas forcément très très bonne ou très très bien placée à plus l'infini, eh ben, il faut recalibrer l'optique, et peut-être que certains problèmes optiques disparaîtront avec ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Après, voilà. Pour ce qui est de netteté sur les bords, on a un très léger astigmatisme, mais il se voit pas trop. Il est juste assez léger pour que l'image soit intéressante à regarder, sans que ça finisse par être un petit peu perturbant si on regarde quelque chose qui arrive dans le champ et qui sera pas du tout net comme certaines optiques anamorphiques. Là, c'est très léger, c'est subtil, donc ça fonctionnera sur quelque chose à la fois d'ancien et de moderne. Et en parlant d'ancien et de moderne, étant une formule optique héritée des Contax Zeiss, on aura un aspect que je trouve assez marrant dans le flou d'arrière-plan, du caractère mais à la fois de la douceur. Donc on a quand même cet aspect un petit peu granuleux à certaines distances lorsqu'on met au point, mais la transition de netteté est vraiment tellement douce que ça en fait un caractère plutôt appréciable de l'optique, à savoir qu'elle a son petit charme, mais qu'elle va pas montrer quelque chose qui sera un petit peu trop fort, trop puissant, pour qu'on n'ait pas envie de l'utiliser. Donc c'est un petit peu un entre-deux, c'est ni clairement moderne, ni clairement passé, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. En termes de flair, l'optique marche vraiment très très bien. Pour ce qui est du bleeding flare, pour commencer, donc cet aspect où si la lumière arrive dans le cadre d'un coup, on va avoir quelque chose qui sera plus contrasté, comme ce que fait un petit peu les Canon, avec vraiment voilà, des fuites de lumière, dont c'est pas où. L'optique est très très bien contrôlée de ce côté-là. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est un peu irréel, je dirais, de ce côté-là, parce que on voit les perturbations atmosphériques, tout ce qui va être, par exemple, brume et tout ça, de manière des fois plus précise que l'œil, mais à la fois, l'optique permet de garder le contrôle sur le capteur, d'avoir pas des trucs qui vont vraiment éblouir la caméra, et c'est quelque chose de vraiment, encore une fois, d'assez agréable. Là, on va pas avoir des sautes d'exposition où on dirait qu'on a juste changé de réglage de la caméra juste en passant la main devant, parce que ça c'est un problème de certaines optiques, hein, c'est qu'il va falloir forcément un pare-soleil pour limiter ça. Après peut-être que le carrossage optique limite aussi l'interférence avec tout ça, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment très très cool dans ces optiques. Et pour ce qui est de la colorimétrie, c'est souvent un truc qui est souvent, ça décrié sur ces optiques, c'est leur aspect un petit peu froid apparemment, et un petit peu variable entre les optiques. Moi j'ai jamais ce problème, parce que je suis un petit peu, on va dire, fou, je fais des profils lutte par optique et par caméra. Donc j'ai jamais eu ce problème là avec, donc je peux juste
faire ma plage, enfin, mon vectorscope et recalibrer les couleurs avec les courbes, donc vraiment replacer les cibles au bon endroit et avoir des profils très très naturels sans forcément me poser la question d'une optique à l'autre, à me dire est-ce que cette optique-là est pas un petit peu plus chaude, parce que tout est, même si on aura toujours un petit peu des variations, tout est limité dans mon cas, parce que en fait comme je recalibre à chaque fois par optique, et ben j'ai un set qui reste stable souvent, parce que j'applique pas une lutte standard de chez Canon ou des luttes que j'aurais créées juste pour les vendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vends pas mes luttes. C'est que je pourrais personnellement vous pourrez me dire ah il faudrait que je fasse ça, mais ce serait beaucoup trop cher pour toi d'acheter des luttes calibrées spécifiquement pour ta caméra et pour tes optiques. Voilà. Donc moi de manière générale la colorimétrie je la trouve très très douce, très très naturelle, très très intéressante. C'est pas forcément mieux ou moins bien que d'autres optiques, mais voilà, parce que c'est toujours quelque chose de personnel de toute façon, mais je trouve que le rendu est vraiment plutôt bien. Après, je n'irai pas jusqu'à dire c'est meilleur ou moins bien que ça, parce que de toute façon, ce qu'on ne vous dit jamais, ce qu'on ne te dit jamais, c'est que y a un truc qui s'appelle les saisons, et que si je sors maintenant ou si je sors cet été, j'aurai peut-être un avis différent. Mais je pense que cette optique réagit de manière très très stable et très très douce, et c'est d'ailleurs, ça sera ça pour moi le mot-clé de ces optiques, c'est que au moins le 28 mm, puisqu'apparemment il y a des petites variations, c'est quelque chose de très très doux, avec un petit peu de caractère, mais sans vraiment être trop, comment dire ça, trop montré de soi, enfin voilà, être trop présente, en dire ah voilà, ça c'est forcément telle optique, on peut les reconnaître, mais voilà, c'est quelque chose d'assez doux et que je trouve vraiment très agréable. Pour un petit peu finir, je sais pas si, voilà, donc je vous ai déjà parlé du focus bridging qui est vraiment pas du tout élevé là-dedans. Les réflexions optiques, on peut en voir un petit peu, mais il faut vraiment placer l'optique dans certains angles, et c'est quelque chose qui est devenu assez commun. Ici, elles sont en fait assez petites au final, hein, pour une optique de ce âge-là, mais c'est aussi le traitement optique de chez Zeiss. Même pour une optique qui date de 2011 ou même de 2006, 2008 en termes de design, et ben on est sur quelque chose qui marche vraiment très très bien. À savoir qu'on verra des réflexions, mais on verra quand une petite partie, et on n'aura pas de sorte de distinction de toute la formule optique qui peut être le cas sur des optiques Canon. Là on aura juste un flair léger, donc assez esthétique, avec une couleur un petit peu rouge, qui marche plutôt bien et qui se voit pas tout le temps, donc si vous n'êtes pas fan des flares, ce sera pas un problème pour vous, il suffira juste d'orienter la caméra de manière un petit peu différente par rapport à la lumière que vous avez. Et voilà, c'est genre petit défaut, mais toujours plein de qualités pour contrebalancer ça, et moi je suis vraiment super étonné hein, de ces optiques, hein. Je suis toujours un petit peu sceptique hein, lorsque je teste des Zeiss, puisque normalement c'est censé être les monts et merveilles de la photo et de la vidéo, alors que Zeiss n'a aucun problème avec faire des partenariats avec Cosina, avec Sony, avec, j'avais dit, avec Tamron pour faire les bâtisses, et un petit peu, comment dire ça, faire en sorte de faire confiance à des changements de formule optique qu'ils vont avoir chez eux. Bon, là, ce sera vraiment quelque chose de plus Canon, enfin plus Canon, de plus Zeiss, mais voilà. Cette optique est vraiment très très bonne. Je sais pas ce que je peux vraiment dire de plus. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Mais vraiment, non, elle marche vraiment très très bien cette optique. Et tu verras en plus avec tous ces exemples que je t'ai mis dans la vidéo, si ça t'intéressera ou pas d'avoir cette optique. Donc voilà, c'était une introduction au Zeiss CP2. Je compte avoir bien évidemment plusieurs optiques du 7. Je sais pas si je prendrai la 18 3.6 ou la 21 la prochaine fois, ou aller directement par exemple sur un Super Speed 85 mm, mais voilà, je pourrais t'en expliquer peut-être un petit peu plus sur mon expérience après, mais là c'était vraiment une introduction et le test de ce Zeiss CP2 28 mm T2.1 d'Istargon. Avec tout ça, j'ai presque oublié de te parler des cales ou shims et des choses intéressantes que j'ai appris. Donc bien évidemment, quand tu achètes une optique cinéma d'occasion, trouver des shims, ça c'est peut-être pas le cas, parce que moi j'ai reçu mon 28 mm sans cale disponible. Et c'est quand même toujours intéressant d'en avoir hein, pour caler son optique en fonction de ses adaptateurs, de ses caméras et tout ça.
de pouvoir avoir un plus l'infini qui est plus l'infini. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important et d'avoir les marquages qui sont cohérents, bien évidemment, avec l'optique. Donc si tu cherches un petit peu, tu pourras trouver. Moi, j'ai fait une découverte intéressante, c'est que bah, moi, j'ai choisi Ultra Prime, puisque elles ont en commun leur monture PL. Et donc, je suis tombé sur un site de découpe laser qui les fait avec plusieurs couleurs différentes, un peu à la manière dont c'était fait à l'époque. Et donc, en les commandant, je suis tombé sur un set de CP3. Voilà, on m'a donné ça, et j'ai fait ah, mince, comment je vais faire? Parce que normalement, c'est pas du tout la même monture. Et en fait, il se trouve que c'est équivalent. Alors, les CP2 n'auront pas, pardon, sur, comment dire ça, les CP3, parce qu'il y a les contacts XD, donc pour passer les données à travers la monture, si c'est compatible, en plus du connecteur extérieur. Et du coup, en fait, il y a juste un trou dans le chip. Donc en fait, eh ben, ça passe parfaitement sur un CP2 et sur un Ultra Prime. Donc si tu tombes sur des CP3, eh ben, ça marchera. Et ce qui fait que tu peux quand même matcher un set de CP2 avec du CP3. Si par exemple tu veux un 18 mm de meilleure qualité à T2.9, si les revêtements font qu'il n'y a pas trop de différence de couleur ou de qualité optique. Et donc voilà, donc c'est quelque chose de vraiment plutôt sympa. Après, pour reparler des CP3, ce qui est un petit peu dommage, c'est que contrairement au CP2, et c'est l'aspect cette fois moins intéressant de ces CP3, c'est qu'il n'y a pas en fait de super speed. Les super speed des CP3, eh ben, c'est ce qu'on va appeler les Ice suprêmes, qui sont vraiment à un prix assez élevé au final, et donc il y aura par exemple que les variantes T2.1 des 50 mm et 85 mm sur les CP3. Donc voilà, il y a des choses un petit peu à voir entre les deux, d'où le fait de peut-être possiblement matcher du CP2 avec du CP3. Le seul désavantage, c'est bien évidemment, en fait, il faudra avoir une matbox forcément 114 mm pour placer ça sur les CP2 et avoir une cale 114 vers 95 pour aller sur ces CP3. Donc voilà, ça finit cette vidéo et comme tu peux le voir, c'est un petit peu changé hein, ici parce que je suis maintenant au 24 mm, plus avec le CP2 comme tu voyais, ça faisait un petit peu les choses floues au final et je suis même plus en log, donc c'est un petit peu pour jouer un petit peu avec le Canon 709 que j'ai utilisé pour faire une autre vidéo. Donc voilà, je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo en espérant que la vidéo t'a intéressé ou au moins t'a fait te poser des questions sur les CP2 qui sont vraiment de très très bonnes optiques. Donc voilà, essayez pas toutes de les acheter, comme ça je pourrais me faire mon set aussi. Hein. Voilà. Donc je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et donc si je suis flou là, c'est parce que j'ai l'optique. Voilà. Non, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Ah oui, d'accord, là. Ah oui, lui il veut plus. J'ai dû appuyer sur